Au-delà des limites, c'est une conversation d'1 heure, ouverte, sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes, résilientes, qui vivent avec un handicap ou certaines limitations. On met l'accent sur leur parcours et leurs projets. Aujourd'hui, mon cher Yvan, on reçoit Laurence Parent. C'est une femme engagée. On pourrait même dire une activiste. Elle est cinéaste. Elle est aussi chercheuse d'une certaine manière. Pas d'une certaine manière, elle est chercheuse. Oui. Et depuis novembre 2021, elle est conseillère d'arrondissement, district de Lorimier du plateau Mont-Royal. Elle se définit elle-même comme une personne de petite taille qui se déplace en fauteuil roulant. En plus de sa position d'élue, Laurence occupe les postes de présidente de la commission permanente sur le transport et les travaux publics et de vice-présidente du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Bref, le transport, elle connaît. Lors de la préparation de cet entretien, on a fait la rencontre d'une véritable agente de changement en fauteuil roulant. Et on a appris ce matin que le fauteuil roulant est même son moyen de déplacement, de transport privilégié. Une personne qui vit le handicap, qui l'étudie, qui l'analyse, qui le revendique et propose fermement à la société de changer pour qu'elle devienne résolument inclusive. Mon cher Yvan, tu es prêt? Oh oui, je le suis. Bonjour, Laurence Parent. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Écoutez, Laurence, au cours de presque 1 heure, là, on va explorer votre vie, votre parcours, vos études, votre militantisme, votre engagement politique, oui, vos voyages et vos amitiés. Et on va parler aussi d'inaccessibilité, de capacitisme, et d'autres mots que vous allez nous aider à définir et à mieux comprendre. Mais évidemment, on commence toujours par le commencement, comme on dit. On regarde toujours un peu du côté de où ça part, cette belle personne. Et dans votre cas, on va parler un peu de votre enfance, mais surtout de vos premières constatations de l'inaccessibilité. Alors, on a compris que vous aviez eu une enfance heureuse, malgré votre handicap. C'était comme dans votre vie, mais en même temps, pas trop dans votre vie. Ben en fait, moi, dans le fond, je suis née comme ça, avec une forme de nanisme. Puis moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille extraordinaire. Donc, c'est sûr que moi, quand je pense à mon enfance, ben c'est juste du beau. Tu sais, je fais partie de ces gens privilégiés de la vie qui ont eu la chance d'avoir un très bon début dans leur vie. Donc, quand on est avec un handicap, c'est pas un accident, c'est pas un choc qui se produit. Donc, on est un enfant avec un cerveau d'enfant. Donc, les premiers souvenirs de ma différence, ils ne sont pas clairs pour moi. C'est ma mère qui me les a racontés, qu'elle me dit, je pense que c'est vers l'âge de 3 ans que je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi grande que ma cousine? Et moi, j'ai pas de souvenir de ça. Mais visiblement, ça s'est passé. Ma mère peut en témoigner. Donc, c'est assez jeune, 3 ans. On n'a pas vraiment de souvenirs en rétrospective quand on est adulte à l'âge de 3 ans. Mais donc, je sais toutefois que c'est à partir de cet âge-là que j'ai commencé quand même à me poser certaines questions. Parce que moi, dans le fond, je viens d'une famille où je suis la seule personne de petite taille. Donc, il y a toutes sortes de formes de nanisme. Il y en a plus de 100, je crois. Oui. Moi, la mienne, mes parents ne sont pas de petite taille. Il n'y a personne d'autre dans la famille qui l'est. Vous êtes une famille de combien d'enfants? Je suis enfant unique. Vous êtes enfant unique? Je suis enfant unique, mais j'étais près d'une cousine qui avait mon âge, qui était ma voisine à l'époque. Donc, j'avais vraiment comme pratiquement une sœur à qui je pouvais me comparer. Mais visiblement, j'ai dû comprendre à un moment donné qu'elle grandissait plus vite que moi, j'imagine. Puis qu'elle courait. Moi, je pouvais pas. Fait que, tu sais, des petites choses comme ça. Mais comme je vous dis, j'ai eu la chance que ça se passe malgré tout quand même très bien. J'ai intégré aussi la garderie à 3 ans. Fait que c'était peut-être ça aussi. C'était peut-être, finalement, c'est pas juste ma cousine qui est grande, c'est tous les autres enfants sont grands. Puis il y en a d'autres qui sont plus jeunes que moi, mais qui sont plus grands, tu sais, ces choses-là. Donc, mais véritablement, les souvenirs que j'ai, les premiers souvenirs que j'ai de ma différence, c'est plus vers l'âge probablement de 4-5 ans, où là, le regard des autres
au centre d'achat ou des choses comme ça. Oui. À quel moment vous êtes parti de Lemieux, à Victoriaville, pour arriver à Montréal? Et on dit que là, c'est là que vous avez vraiment constaté votre différence. Oui, ben en fait, l'impact que ça pouvait avoir. Parce que, bien entendu, je l'avais... Donc, adolescente et tout ça, tu le réalises et tout ça, mais j'allais dans une école primaire, secondaire accessible, puis j'avais un très bon réseau d'amis, mais c'est vraiment à l'âge de... je suis déménagée à Montréal entre le secondaire 5 et le cégep. Oh! Pour venir à Montréal, pour avoir la liberté, c'est ce que je souhaitais. C'est habituellement ça que les gens font. C'est ça, exact. Puis finalement, je suis arrivée donc à Montréal en août, à l'âge de 18 ans, juste avant le début du 17 ans, juste avant le début du cégep. Puis c'est là que, je savais que le métro n'était pas accessible, mais c'est là que je l'ai vécu. Où là, j'ai essayé d'aller rejoindre mon meilleur ami qui était dans le centre-ville. Puis là, c'était pas possible. Comment que je fais? Là, j'ai des souvenirs. Donc, j'essaie de prendre l'autobus. Il y avait certains autobus qui avaient des rampes d'accès. La rampe ne fonctionne pas. Donc, mes premières semaines à Montréal, ça a été vraiment un choc. On est en quelle année, en 2002. Laurence? En 2002. Ouais. Donc, depuis ce temps-là, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme on le verra. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Juste une petite question de curiosité. À quel cégep vous étiez inscrite? Au cégep du Vieux-Montréal. OK, qui était quand même un cégep dont la construction était plus récente. Peut-être pas plus adaptée, mais plus récente. Oui, tout à fait. Malgré cela, l'entrée, c'est toujours le cas actuellement. Si vous avez en tête l'entrée du cégep du Vieux-Montréal, l'entrée principale Sanguinet, Ontario, Sanguinet, il y a des escaliers. Donc, ça arrive. Donc, ça aussi, ça a été un autre moment marquant où j'arrive au cégep. C'est stressant. Hein? Tu commences le cégep dans une nouvelle ville. Je peux pas entrer dans l'entrée principale. Puis l'entrée principale, c'est pas juste l'entrée principale, c'est là où tout le monde est. C'est là où tous les jeunes se rassemblent. C'est là où est-ce que, il se passe bien des affaires. Puis, toi, tu rentres dans l'entrée séparée. Donc ça, pour moi, c'est un choc parce qu'à l'école secondaire, j'entrais dans la même entrée que tout le monde. Donc, ça a été beaucoup de choses comme ça. Puis là, je rencontre plein d'autres jeunes qui, eux, ont probablement pas eu la chance, lors de leurs études au primaire ou au secondaire, de fréquenter d'autres personnes handicapées. Alors que moi, dans mon école primaire et secondaire, tout le monde est habitué avec moi, donc je ressentais moins cette différence-là. Mais là, je me retrouve avec des jeunes adultes qui, pour eux, je suis peut-être la première personne handicapée. Donc, pour certaines personnes, il n'y a pas d'enjeu. Pour d'autres, tu ressens un peu qu'il y a quelque chose. Puis, bien évidemment, à 17-18 ans, ce que tu veux faire, c'est sortir. Puis là, les bars ne sont pas accessibles. Alors donc, on va faire une courte pause et puis on va continuer, Laurence. On va voyager à travers le monde et on va vivre une période, d'après ce qu'on comprend, où on réalise que l'accessibilité, ça peut se vivre autrement. Et ça va se faire en compagnie d'une amie, Joëlle Rouleau, qui est professeure agrégée à l'Université de Montréal. Donc, Laurence, une de vos activités favorites, c'est de voyager. Et on a fait appel à une de vos partenaires de voyage favorites, je pense, qui semble être d'accord avec la façon dont je présente les choses. Bonjour, Joëlle. Bonjour, bon matin. Bon midi, en fait. Oui. Alors, d'abord, commençons par qui a rencontré qui, la première? On s'est rencontrés. On s'est rencontrés. Il faisait beau, il pleuvait. Je me souviens pas de la température. On va dire qu'il faisait beau. Et c'était dans quelles circonstances? On avait une amie commune. Moi, je me cherchais quelqu'un pour m'aider. Puis finalement, c'est pas ça qui s'est vraiment passé. On est devenus amis plus que dans un rapport. Je suis pas restée dans mon rôle d'aidante. En fait, ça n'a pas fonctionné à ce niveau-là. Je suis pas la meilleure. Ça a été un coup de foudre de personne à personne, je pense. Exact. On s'est liés. On savait pas à ce moment-là, mais pour la vie. Et Joëlle, à un moment donné, vous avez probablement discuté de faire un voyage ensemble.
Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait? Ben oui et non, c'est venu plus... C'est pas moi la téméraire du duo, là, c'est vraiment Laurence qui est aventurière. Puis en fait, comment dire, la situation permettait de joindre un peu les deux choses, de dire que Laurence avait besoin d'aide pour voyager, puis moi, j'avais pas d'argent pour le faire. Donc, avec du financement, d'aide à domicile, là, finalement, on a pu se retrouver à voyager ensemble et à faire beaucoup d'aventures pendant une dizaine d'années, en fait. Mm-hmm. Et est-ce que votre premier voyage, c'est Vancouver? Oui, c'est Vancouver. Puis en fait, c'est probablement en raison... t'avais un oncle à Vancouver. J'avais mon oncle, oui. Mm-hmm. Ouais. Puis c'est qu'on savait aussi on savait que le SkyTrain était accessible. Le SkyTrain qui était accessible pour aller en banlieue, donc pas pour se déplacer dans la ville de Vancouver à l'époque. Fait que c'était les deux raisons. On s'était dit, ça va être le fun, ça va être un peu plus accessible que Montréal. Il fait plus beau, il n'y a pas d'hiver. C'est une espèce de vision très naïve, je pense. On était jeunes aussi, là, naïve d'une autre ville. Donc c'était notre première expérience ensemble. Vous aviez oublié la pluie, Joël, parce que quand même, à Vancouver... On a oublié la pluie, on a aussi oublié l'anglais, peut-être. On n'était pas nécessairement... Moi, j'étais un peu plus à l'aise en anglais que Laurence, mais ni l'un ni l'autre, on avait été plongés dans des expériences comme ça. OK, donc vous étiez en immersion totale. Oui, quand même. Mais Laurence, vous nous parliez tantôt de la difficulté d'accéder au métro. Est-ce que le SkyTrain a rempli ses promesses? Est-ce qu'il était vraiment accessible? Bien, comme je l'ai dit, à l'époque, il n'était pas connecté à l'aéroport de Vancouver. Donc, finalement, on a pris le SkyTrain pour prendre le SkyTrain parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était pas vraiment de visiter les banlieues. Là, désolée pour les banlieues de Vancouver, mais comme je l'expliquais, à l'époque, le SkyTrain ne permettait pas tant de se déplacer dans la ville, c'était plus les autobus. On a quand même pris des autobus. Je veux dire, en général, le souvenir quand même que j'en retire de Vancouver, c'est que c'est vraiment plus facile, plus accessible. Ouais. Je me souviens des taxis. On arrive à l'aéroport de Vancouver, puis il y a des taxis accessibles partout. Alors qu'à Montréal, tu arrives à l'aéroport, à l'époque, il n'y en avait pas. Mm-hmm. Donc, juste ça, c'est comme, OK, on est ailleurs. Donc, vous commenciez déjà à prendre des notes. Oui. Je pense que c'est un éveil. En fait, je ne sais pas, Laurence, comment tu considérerais l'éveil à la question dans le sens où que c'était possible que des mesures politiques, organisationnelles, communautaires soient accessibles. Mais pour moi, c'était vraiment comme ça pourrait être différent ailleurs. Puis Vancouver a été juste une première expérience qui n'était pas la meilleure, où on a découvert, en tout cas moi j'ai découvert qu'il y avait vraiment des possibilités de se déplacer puis que ce soit simple de vivre en ville. Et à un autre moment donné, vous êtes allé dans les vieux pays. Et puis, les personnes non initiées comme moi, on peut supposer que les vieux pays ont été construits à une époque où on ne faisait pas tant attention que ça. Et il semble que vous avez vécu une expérience différente. Joël, qu'est-ce que vous retenez de ce voyage-là en Allemagne? Bien, ça dépend. En fait, c'est ça. Il y a des pays comme la France, la Belgique, c'était terrible. On a eu des expériences assez complexes où Laurence était vraiment pas en mesure de me suivre, où il fallait marcher beaucoup plus que se déplacer en transport en commun, par exemple. Mais en Allemagne, ça a été super intéressant comme expérience, en tout cas pour moi, parce que pour la première fois, il y avait vraiment un accès. C'était pas 100% du réseau qui était accessible à l'époque, mais il y avait quand même assez de stations accessibles. Le tram était accessible, les bus étaient accessibles. Bon, déjà en Europe, on s'entend que les transports en commun sont un peu plus développés. Tu regardes pas l'horaire pour prendre l'autobus. Oui. Tu sors dehors, puis t'attends. Et c'était assez fascinant de pouvoir vraiment se déplacer. Il y avait des limitations, notamment il fallait parler allemand pour faire les réservations de train entre les villes, ce qu'on ne faisait pas, on ne parlait pas allemand. Donc, il y a eu des petites aventures ici et là, des stations de train, je pense à Francfort, à l'aéroport de Francfort, où est-ce qu'on avait un pied entre le train et le quai, puis là, j'avais, je sais pas, 150 livres de valises sur le dos, puis j'avais Laurence dans son fauteuil, puis on était juste comme, on sort comment, puis deux colosses de 6 pieds 5, armoire à glace, ont descendu Laurence dans son fauteuil. C'était assez... c'est ça, on a eu nos expériences fascinantes aussi. Francine? Qu'est-ce qui explique que l'Allemagne était plus accessible? Est-ce que c'était les suites, justement, de plusieurs reconstructions résultant de la Deuxième Guerre ou si on était plus ouvert? Je
pourrais pas répondre spécifiquement pour l'Allemagne parce que à l'époque où nous sommes allés, les sites web, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, puis c'était en allemand. Donc, je connais moins l'exemple de l'Allemagne. Est-ce qu'ils ont une loi sur l'accessibilité en Allemagne? Possiblement. Est-ce qu'il y a eu des regroupements de personnes handicapées qui ont milité d'une autre façon que nous suite à la guerre et à tout ce qui s'est passé quand même dans l'histoire des personnes handicapées en Allemagne? Possiblement. Je sais qu'il y a quand même un réseau européen d'échanges, de réglementation. Donc, en Europe, il y a quand même aussi ce mouvement-là qui va au-delà de... On ne regarde pas juste ce qui se fait dans notre propre pays, mais on peut se comparer à d'autres pays. Donc, ça peut aider à élever la barre au niveau de l'accessibilité. Mm-hmm. Et à un moment donné, vous êtes arrivé à un endroit qui... semblerait-il, c'est beaucoup adapté. C'est Berkeley, en Californie. Oui, ça a été le voyage du siècle, je pense, Laurence. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais c'était assez... en fait, c'était fascinant parce que là, il fallait chercher les endroits pas accessibles. C'était comme l'inverse. Donc, c'était à ce point-là. Oui, j'ai le souvenir d'une soirée... Je peux dire que j'étais euphorique. On venait d'arriver. Premièrement, tu arrives dans la région de San Francisco. C'est quand même le fun, tu sais, à la base. Mais là, ben, il n'y en a pas de places qui sont pas accessibles. Tu sais, on les cherche, en fait. Là, je suis habituée de chercher les endroits accessibles. Là, je cherche ceux qui le sont pas. Puis j'en trouve pas. Puis même plusieurs maisons avec des rampes, pas juste les commerces. Donc, c'est sûr qu'on avait une idée que ça allait être plus accessible parce que on savait que c'est l'endroit aux États-Unis où il y a eu beaucoup de revendications dans les années 70, où il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont milité un centre de la vie autonome qui a été développé là. Donc, on était quand même un peu préparés à le voir, mais de le vivre, c'est une autre chose. Puis de voir des personnes handicapées dans la rue aussi. Aussi de voir une communauté, une fierté aussi, tu sais, une fierté de cette communauté, de cette existence, de faire place à ça, qui est quelque chose qu'on voit pas ici, là. Tu sais, Disability Pride, on en parle pas beaucoup au Québec ou à Montréal. Mm-hmm. Puis c'était pas une accessibilité juste, il n'y a pas de marche. C'était une accessibilité réfléchie. Il y avait des boutons pressoirs au niveau des pieds, au niveau des mains. Il y avait des largeurs de portes qui étaient vraiment standardisées. Les toilettes étaient toujours accessibles avec des barres d'appui. Tu sais, il y avait vraiment c'est beaucoup plus que juste l'absence de marche. C'est vraiment une absence d'obstacle à la participation citoyenne. C'était vraiment merveilleux. Donc, on a un standard là, qu'on peut considérer. Mais avant de vous laisser, parce que le temps file, est-ce qu'il y a un nouveau voyage qui s'en vient? Puis je pense que vous avez une troisième partenaire, j'ai entendu dire. Effectivement, nos voyages maintenant sont beaucoup plus... comment on pourrait dire, on a vieilli, on fait beaucoup moins. Ben oui, vous avez vieilli. Fait que là, on fait des petits voyages, on fait des... Je pense que les États-Unis, ça reste assez intéressant parce qu'avec la loi, le ADA, avec l'accessibilité, on a vraiment une facilité à voyager aux États-Unis qu'on n'a pas nécessairement au Canada, par exemple. On est allé dans le Maine cet été. On n'a pas encore parlé de nos plans de l'été prochain, non? Il faudrait qu'on fasse ça bientôt. Oui. Le message est lancé. Joël Rouleau, je vous remercie pour cette participation très, très animée et au plaisir de pouvoir vous reparler. Au plaisir. Bonne journée. Merci, Jo. Bye. À bientôt, Laurence. Bye. Laurence, à travers ces voyages-là, vous avez fait une maîtrise qui a été très, soulignée, tiens, une maîtrise en Critical Disability Studies de l'Université York, avec une maîtrise qui s'appelait « Je me souviens, The Hegemony of Stairs in the Montreal Metro ». Si je traduis, la domination des escaliers dans le métro de Montréal, qui est encore un petit peu là, quand même. C'est dans ce mémoire ce mémoire a été reconnu par le prix Bank Linguist Human Rights Prize comme le meilleur de sa cohorte
Et elle propose le terme capacitisme. C'est à ce moment-là que vous avez utilisé ce terme-là pour la première fois. Selon les recherches qu'on a faites, vous y voyez un système d'oppression qui soutient l'exclusion des personnes handicapées dont les besoins en mobilité peuvent être accommodés par des escaliers. Votre doctorat en Humanities de l'Université Concordia s'appuie sur la thèse « Rouler » ou « Wheeling Montreal, Moving Through the Resisting and Belonging in an Ableist City » ou bien une ville qui considère peu les personnes handicapées. Est-ce que j'ai bien traduit votre parcours? Petite précision. Allons-y. Donc, quand j'ai fait, dans le fond, mon mémoire de maîtrise, là, donc, je suis à York, donc je dois travailler en anglais. Donc, puis l'anglais s'est amélioré depuis Vancouver. Oui, ça s'est nettement amélioré depuis mon voyage à Vancouver. Ouf! Donc, heureusement. Donc, à ce moment-là, donc j'écris en anglais, donc j'utilise le terme qui existe déjà de ableism, donc capacitisme. Donc, quand je fais mon mémoire de maîtrise en 2011, je pense pas que je connais le mot capacitisme. On n'a pas encore tant de mots pour parler de ça. Il y a un article qu'elle a écrit en 2006 par une chercheure qui est décédée, Maria Barillet. Elle avait utilisé le terme handicapisme. Oui, oui. Mm-hmm. Est-ce que c'est une question de français et anglais? En fait, c'est une question que... Pourquoi est-ce que je suis allée faire ma maîtrise à Toronto? C'est pas parce que j'avais envie d'aller à Toronto, même si ce fut extraordinaire. C'est parce qu'il n'y avait pas de programme de recherche en français de programme de recherche critique sur le handicap. Donc, il y a vraiment une différence très, très grande, surtout à ce moment-là. Donc, on n'a pas encore beaucoup de mots, on n'a pas encore de beaucoup de recherches sur lesquelles s'appuyer pour formuler des hypothèses et tout ça, là. Mm-hmm. Donc... Est-ce que ces deux mots, handicapisme et capacitisme, ce sont des synonymes ou... Oui, tu sais, dans le fond, je pense que ça a été de voir, mais quel mot est-ce que... Donc, Mme Barillet maîtrisait 3 langues, l'anglais, le français et l'italien. Donc, elle a essayé de trouver, OK, ableism en français, ça serait quoi? On utilise beaucoup le mot handicap. Donc, on peut faire un peu le lien, le sexisme avec le sexe, racisme avec la race. Donc, handicapisme avec le handicap. Puis finalement, il y a d'autres recherches, il y a d'autres personnes qui ont commencé à écrire. Puis il y a un article de professeur Dominique Masson en 2013 qui, elle, amenait le terme capacitisme, qui avait été utilisé par d'autres. Puis finalement, c'est ça. Moi, en 2017, j'avais écrit un article qui s'intitulait Ableism, comment tu dis ça en français? Puis j'avais fait un peu une revue de la littérature, de quels étaient les termes utilisés en France. On utilisait beaucoup validisme. En France, on utilise encore beaucoup valide, invalide. Donc, c'est de là un peu que ça vient, là, leur isme. Donc, voilà. Ta définition de capacitisme? En fait, il y en a plusieurs. Quand je veux faire ça bien simple, je dis que c'est une forme de discrimination fondée sur le handicap. Sinon, on peut penser à un système d'oppression qui va favoriser certaines capacités par rapport à d'autres. Donc, la capacité de marcher d'une certaine façon par rapport à la capacité de se déplacer en fauteuil roulant, la capacité de voir d'une certaine façon, la capacité d'entendre d'une certaine façon, la capacité de penser d'une certaine façon, la capacité de se sentir, de se comporter d'une certaine façon. Donc, un système là, qui va hiérarchiser certaines capacités au détriment d'autres. Puis c'est ce système-là, dans le fond, qui va permettre, au final, de discriminer les personnes handicapées. Est-ce que vous considérez que votre action s'appuie sur ce concept-là? Oui, beaucoup, c'est sûr. Je pense que c'est très fort de pouvoir nommer. Je pense qu'en fait que c'est important de pouvoir nommer la racine du problème, comme les femmes, le moment où on a commencé à nommer, c'est du sexisme. C'est une question de droit de la personne, d'essayer de comprendre c'est quoi ce système-là, c'est quoi, par exemple, le patriarcat, ça permet de mettre les mots sur des phénomènes, c'est essentiel parce que si tu nommes pas les choses, c'est un peu comme si ça n'existait pas. Puis on a tendance beaucoup à dépolitiser la question de l'accessibilité ou du handicap. Le handicap, c'est les individus qui sont handicapés.
on a de la difficulté à faire le lien, mais c'est peut-être la société, l'accessibilité universelle, c'est pas juste comme it's nice, c'est bien, c'est la vertu qui est contre, la vertu qui est contre l'accessibilité, mais dans le fond, l'accessibilité, c'est quand même un enjeu politique, donc oui, de pouvoir utiliser certains termes un peu plus forts pour pouvoir mettre de l'avant la dimension, pas juste politique, culturelle, sociale, économique. Au moment où vous avez utilisé ce terme-là, c'était lors de votre maîtrise, vous avez continué à étudier ce concept-là et tout ce qui touche le côté de l'handicap lors de votre doctorat. Mm-hmm. Est-ce que vous étiez consciente à ce moment-là que toute cette réflexion-là allait marquer vos engagements et votre accès à la politique? Non, parce que je n'avais pas le souhait ou l'ambition de faire de la politique active. Plusieurs personnes de mon entourage me disaient un jour, tu vas être en politique, c'est sûr. Puis moi, je suis comme, pas nécessairement. Je me souhaite pas ça. Oui, c'est ça. Je dirais que jusqu'à présent, dans ma vie, tout s'est comme un peu enchaîné de façon un peu organique, sans que ce soit pas réfléchi, mais tu sais, c'est comme, on dirait que des fois, certaines choses s'imposent un peu à nous, tu sais. Alors, donc, les bases étaient bien placées pour que si la porte s'ouvrait, que vous pouviez... D'ailleurs, je veux vous féliciter. Vous avez une page Wikipédia. Ben ça, c'est grâce à Joël. Ça, c'est un cadeau de Noël, un cadeau de fête ou de Noël. Ah oui? Qu'elle me fait de créer une page Wikipédia. Ah oui? Et elle vous a donné le qualificatif d'activiste. Est-ce que vous êtes bien avec ça? Ah, tout à fait. On n'en a pas parlé, mais entre mon doctorat et mon passage à Toronto, moi, j'étais l'une des cofondatrices du RAPLIC. On va en parler. Ouais, oui, okay. Oui. Donc, le RAPLIC, c'est le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Alors, justement, je vous amenais dans cette direction-là. On fait une petite pause et dans la prochaine section, on va parler de votre engagement social qui vous amène éventuellement sur un siège politique. Alors, dans quelques instants. Vous écoutez Au-delà des limites avec Yvan Deslauriers et Francine Forget. Alors maintenant, Laurence, on va continuer, je dirais, mais on va approfondir justement tout l'aspect engagement social et politique. Et pour ce faire, on a une autre collègue amie à vous qui va se joindre à notre petit groupe ici en studio. C'est Marie-Ève Veilleux, qui est vice-présidente organisation de Projet Montréal. Alors bonjour Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien ce matin? Oui, merci. Oui, ça va. Alors, dites-moi, Laurence, vous vous êtes tout à coup, mais dans le fond, ça a été pas subi, justement, comme vous l'avez dit. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Vous êtes embarqué dans des mouvements activistes et même vous en avez créé un, si j'ai bien compris, le RAPLIC. Alors, je répète que c'est un regroupement, justement, des activistes. C'est un regroupement québécois. Alors, comment ça s'est fait et qu'est-ce qui vous motivait à la création de ce regroupement-là? En fait, c'était à l'époque où je faisais ma maîtrise à Toronto. J'étais revenue au mois d'octobre à Montréal pour une rencontre. J'étais déjà impliquée dans le milieu des personnes handicapées, notamment à la COPFAN, à l'Association québécoise des personnes de petite taille. Donc, c'était une rencontre sur une politique gouvernementale. Puis, je me souviens aussi de ce moment-là encore. J'étais assise à côté d'une femme que je connaissais pas. Finalement, on se met à discuter. Puis, elle me dit, elle habite sur le plateau Mont-Royal. Puis elle va rencontrer des commerçants qui n'ont pas de commerce accessible pour les sensibiliser à l'accessibilité. Puis elle leur parle de la Charte des droits et libertés de la personne. Puis qu'une femme très, très dynamique. Puis moi, vous comprenez, je suis présentement à Toronto, je découvre
toute la littérature, tous les mouvements plus radicaux, si je peux le dire comme ça, par rapport à l'accessibilité aux droits des personnes handicapées. Donc là, ça a comme été un coup de foudre. Là, on s'est mis à s'écrire et cette femme-là, c'était Linda Gauthier. Donc ça, c'était en octobre 2009. Puis en décembre 2009, on crée le Rapplique avec Maria Barilé, dont je vous ai parlé tantôt, de la personne qui avait utilisé le terme handicapisme, et un autre militant qui travaille avec Maria Garriguet. Quelques semaines plus tard, on est à l'Hôtel de Ville pour dénoncer le manque d'accessibilité du métro. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Votre premier pas à l'Hôtel de Ville, il s'est fait sous l'égide du Rapplique. Le Rapplique, vous avez, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est que vous avez fait une espèce de refus global. Oui, j'avais écrit un manifeste. C'était le manifeste, oui. Oui. C'est ça, tu sais, c'est ça qui est le fun aussi de... Quand on découvre un monde qui s'ouvre à nous, comme ce monde-là s'est ouvert à moi, c'est très inspirant. Donc, on fait des liens. Puis Montréal était un laboratoire qui me permettait d'être très inspirée parce que des obstacles et de la discrimination, c'était mon lot quotidien. Donc, quand on trouve finalement des mots puis une légitimité, il n'y a pas de limite. Donc, c'est intéressant d'avoir un manifeste pour mettre en mots quels étaient les problèmes, puis notre vision. Vos espoirs. Nos espoirs, oui. Est-ce que je me trompe ou si le Rapplique est encore très, très actif? Est-ce que j'ai bien lu qu'hier, on a déposé, en fait, une espèce de pétition là, pour dénoncer une centaine de lieux qui n'étaient pas accessibles au niveau principalement de la restauration? Le Rapplique existe toujours. Il va fêter son 15e anniversaire en novembre prochain. Moi, j'ai quitté le Rapplique en 2014, donc ça fait déjà 10 ans. Donc, dans le fond, sur l'histoire de 15 ans du Rapplique, j'ai juste été là 5 ans, mais ça a été des années tellement hyper actives, là. Vraiment intenses, honnêtement. On a été des années à travailler pratiquement 7 jours sur 7. C'était vraiment très intense. Donc, ça a une partie marquante de ma vie en raison de cette intensité-là. Et est-ce que ça vous a conduit à la politique ou si c'est Marie-Ève? Alors, Marie-Ève, est-ce que c'est vous qui avez finalement tordu le bras ou pas à Laurence pour qu'elle devienne une politicienne? Je ne sais pas à quel point je lui ai tordu le bras, là. Je pense que j'espère lui avoir laissé la liberté de prendre ses propres décisions, mais c'est sûr que j'ai milité en faveur de sa candidature pour le poste de conseillère d'arrondissement. Là, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir plus de représentation en politique, puis avec ses compétences. Puis c'était comme un fit parfait. Donc, c'est ça. J'ai peut-être contribué à son choix. Laurence? Oui, tu sais, je peux ajouter... dans le fond, moi et Marie-Ève, on a joint Projet Montréal pas mal en même temps, si je me trompe pas, Marie-Ève. Donc, on a commencé à s'impliquer, notamment dans un comité, sous-comité de travail, qui s'appelle Accessibilité et personnes handicapées, où l'on a rencontré d'autres militants formidables, Jérôme Saunier, Uday Hansen. Finalement, Marie-Ève, elle s'est vraiment impliquée très activement à Projet Montréal, plus activement que moi, là, à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est sûr que si Marie-Ève n'avait pas été aussi active à Projet Montréal avec une crédibilité qu'elle avait, peut-être que je n'aurais pas fait le saut en 2021, mais d'avoir une alliée à l'interne qui poussait beaucoup pour l'accessibilité, c'était sécurisant. Puis ça donnait envie de le faire parce que j'allais pas être seule. Ça, c'est gros, tu sais. Donc, mais Marie-Ève m'a pas du tout tordu un bras. Elle vous a juste attaché sur votre fauteuil, puis elle vous a détaché seulement quand vous avez dit pas. oui. Ouais, c'est ça, bouge pas, on va s'occuper de l'affaire. Dites-moi, vous avez fait, Marie-Ève, Laurence, vous avez fait vos premiers pas en politique ensemble, donc comment ça s'est fait?
Oui, ben c'est comme je vous le disais, hein, on s'est jointes. C'est en 2018, je pense, donc c'est pas trop longtemps après l'élection de Valérie Plante. Je présume, je ne veux pas parler pour toi, mais que moi, en tout cas, ça m'avait beaucoup inspiré. Première mairesse à Montréal. Vous avez dit, je parlais beaucoup de transport, donc on parlait beaucoup de mobilité avec Valérie Plante suite à son élection. Donc moi, ça m'a donné envie de m'impliquer politiquement. Marie-Ève? Absolument. Puis, dans le fond, je pense que Laurence a joint quelques mois avant moi. Puis après de sa participation au sous-comité accessibilité personnes handicapées, là, je voyais à quel point c'était crédible. Puis il y avait aussi d'autres militants handicapés ou des alliés qui poussaient pour cet aspect-là. Fait que moi aussi, ça m'a comme convaincue de rejoindre les rangs puis suivre comme un chemin plus à l'interne du parti. Et donc, en 2021, en fait, vous faites campagne pour devenir conseillère. Ça s'est fait comment, ça? Ben, ça s'est fait... c'est arrivé très rapidement dans le sens où le lendemain de mon anniversaire au mois d'août, j'ai eu un texto du maire du plateau. L'équipe à cette époque-là était complète, mais il y a une personne de l'équipe, pour des raisons personnelles, qui s'est finalement retirée. Faut comprendre qu'au mois d'août, le déclenchement de l'élection approche. Ouais, donc, vite, puis c'est OK, on a une place qui se libère dans le district de Delormier, une section de la ville que je connais bien. Je connaissais déjà la conseillère Marie Plourde parce qu'on était, en fait, dans le fond, mon implication en politique a un peu commencé plus en 2017, dans le sens où j'ai joint le conseil d'administration de la STM. Donc, c'est un peu là que s'est fait le début, dans le sens où, après des années à militer, si je peux dire, contre la STM comme activiste, suite à l'élection de Valérie Plante, j'ai eu envie de me joindre au conseil de la STM et c'est là que j'ai rencontré aussi d'autres élus de Projet Montréal, dont Marie Plourde qui était sur le plateau. Donc, bref, ça s'est fait très vite. Il a fallu que je prenne une décision très vite à savoir est-ce que j'ai envie de me lancer dans cette équipe. Puis, honnêtement, ça a été vraiment comme un gros vertige. C'est parce qu'à cette époque-là, j'ai terminé mon doctorat, je suis en train de faire un post-doctorat, j'ai le projet d'écrire un livre, j'ai beaucoup de liberté. Et là, la politique, moi, si je m'engageais, c'était pour 4 ans, c'est sûr. Je me voyais pas, là, après 1 an, finalement, j'aime pas ça, tu sais. Donc, c'était un peu stressant de savoir est-ce que c'est la bonne décision. Puis finalement, je pense que c'est justement le maire de l'arrondissement du Plateau. C'était Luc Fernandez à ce moment-là? Non, c'était Luc Rabouin. Luc Rabouin, que je connaissais pas, tu sais, on s'est vraiment connus à ce moment-là, qui m'a dit, tu sais, c'est normal que tu sois pas 100% convaincu. Tu peux pas être une certitude par rapport à ça, c'est très difficile à avoir. Donc, tes doutes sont totalement normaux et valides. Fait qu'à partir de ce moment-là, je suis comme, OK, j'y vais avec le soutien, évidemment, de tout mon réseau habituel. Et, comme je le mentionnais, Marie-Ève est à Projet Montréal. J'ai d'autres amis aussi. Donc, je m'en vais vraiment pas là toute seule. C'était bien entouré. Yvan, tu avais une question? Une petite question rapide, très, très pratico-pratique. Les politiciens nous disent souvent l'importance de faire du porte-à-porte. Dans Delormier, il y a beaucoup d'escaliers. Comment vous avez abordé ça? Justement, j'étais avec moi, Marie-Ève, cette première soirée de porte-à-porte. Tu sais, moi et Marie-Ève, on n'est pas dans notre personnalité, c'est pas trop notre fort nécessairement d'aller cogner à des portes puis parler à du monde à la base. À froid comme ça, on était quand même stressés. Puis oui, l'enjeu des marches et tout ça, mais là, on est en 2021, on est encore un peu dans la pandémie. Donc, on rentre pas dans les maisons. Personne rentre dans les maisons. Oui. Donc, il y a ça. Mais là, la première soirée, j'ai commencé avec ma collègue Marianne Giguère et d'autres personnes. Et on a fait quelques portes où là, certaines personnes montaient au deuxième. Puis là, j'essayais d'avoir une conversation. Moi, en bas sur le trottoir, la personne sur le balcon. C'était pas super, tu sais. Puis, on est un des quartiers les plus denses. Donc, des rez-de-chaussée, il y a des marches, mais c'est quand même un rez-de-chaussée, il n'en manque pas. Donc, très rapidement, puis j'ai poursuivi la soirée avec Marie-Ève. Finalement, il y a comme eu un déclic. On s'est comme dégênés, puis juste nous deux en fauteuil, malgré les obstacles, on a fait une coupe de porte ensemble. Puis finalement,
finalement, on s'est lancé. Marie-Ève, elle a fait du porte-à-porte dans plein d'autres arrondissements avec plein d'autres candidats. Ça s'est bien passé. Donc, finalement, je me restreins au rez-de-chaussée. C'est plate pour les concitoyens et concitoyennes qui sont aux étages supérieurs, mais ça ne favorisait pas des bons échanges. Peut-être que il y a d'autres moyens aussi d'avoir des discussions que... Oui, effectivement, le porte-à-porte, c'est quand même, je dirais, un moyen traditionnel, n'est-ce pas, pour des politiciens pour aller rejoindre les gens, mais peut-être qu'il y a bien des choses qui ont changé. Alors, il y a un mot que vous avez prononcé, liberté. Et on a beaucoup de difficultés des fois à comprendre que quelqu'un puisse militer et devenir politicien. Mm-hmm. Comment vous voyez justement cette évolution ou cette régression de la liberté, puisque la politique, ça implique une rigidité que vous n'avez pas en tant que militante? Mm-hmm. Bien, c'est sûr, surtout en plus quand on travaille en équipe. Tu sais, quand on fait de la recherche et tout ça, on est un petit peu plus seul. Là, quand on fait partie d'une équipe, il y a ça aussi, hein, c'est pas juste la politique. C'est quand on est dans une équipe, ben, tout ce que tu vas dire va impliquer aussi ton équipe. Donc, c'est différent. Et un parti, équipe, oui, parti. Oui, tout à fait, tu sais. Donc, mais en contrepartie, je veux dire, j'ai des discussions que je ne pouvais pas avoir avant. Je suis assise à des tables où je n'étais pas invitée avant. Donc, c'est un autre moyen. Puis moi, je dis toujours, il faut que les personnes handicapées soient partout. Donc, moi, aujourd'hui, je ne peux pas demain matin organiser une manifestation. Évidemment, tu sais. Moi, je travaille d'une autre façon, mais ça en prend des personnes handicapées qui vont les organiser. Tu sais, il faut être partout. Puis juste en politique, tu sais, moi, mon rôle, c'est un rôle d'élu. Marie-Ève, ce qu'elle fait au sein du parti, c'est un autre travail dont on parle quand même peu. Là, puis peut-être que ça, j'aimerais le souligner parce qu'il y a d'autres personnes handicapées qui nous écoutent. Je pense qu'à Projet Montréal, on a vraiment avancé beaucoup dans les dernières années parce que des personnes handicapées se sont impliquées au sein du parti. Ça, on le voit moins, ce côté-là de la politique, mais c'est vraiment important. C'est pas nécessairement facile, mais ça fait une grosse différence. Sûrement, pour changer les partis politiques de l'intérieur. Parce que si les partis politiques même n'ont pas de politique d'accessibilité ou d'engagement d'accessibilité, sont beaucoup moins... il y a beaucoup moins de chances qu'au final, leurs politiques qu'ils vont appliquer, s'ils sont élus, prennent en considération. Est-ce que tu avais une question, Yvan? Non. Non, ça va. Marie-Ève, justement, quel a été votre rôle, vous, pour faire avancer les choses dans le parti? C'est sûr que j'ai beaucoup poussé. Justement, on a adopté l'année dernière notre politique d'accessibilité parce que c'est l'objectif d'aller recruter des nouveaux membres qui s'intéressent à la politique, mais aussi des futures candidatures de personnes handicapées. C'est un peu la poule ou l'œuf. Il faut que tu sois accessible pour aller chercher des nouveaux membres. Parce qu'ils vont pas venir sinon. Donc, ça me prenait, j'avais vraiment besoin d'avoir ces engagements-là, puis que ça soit pris au sérieux. Et pas juste comme... je voulais que ça soit écrit noir sur blanc, qu'on s'engage à fournir un certain niveau d'accessibilité selon différents paramètres. Donc, ça a été un travail d'une bonne année de consultation avec toutes les personnes intéressées. Puis aussi, en parallèle, on a aussi embauché une personne coordonnatrice accessibilité et inclusion qui porte ce chapeau puis qui s'assure que les gens, parce que c'est facile pour le personnel d'oublier, tu sais, c'est majoritairement des personnes non handicapées. Et donc, c'est facile d'oublier, c'est vrai, j'ai pas demandé s'il y avait des marches ou j'ai pas demandé si quelqu'un avait besoin d'interprétation en LSQ, etc. Donc, au moins, on a une personne salariée qui est là pour discuter avec les collègues, s'assurer qu'il y a une procédure pour demander de l'accessibilité et que c'est uniformisé à travers les instances du parti. Donc, ça a été vraiment un bon coup de pouce. Puis là, ça nous permet d'aller dans les différentes communautés de personnes handicapées qui sont quand même assez loin, je pense, de l'implication dans des partis politiques, parce que c'est vraiment difficile de s'impliquer dans des partis politiques quand tu n'as pas les accommodements dont tu as besoin. Donc là, on peut faire ce travail-là pour aller chercher plus de membres et de candidatures handicapées.
Justement, Laurence, c'est vraiment une entrevue où tout se déroule comme si tout le monde avait participé au plan. Alors, ma dernière question dans cette section, est-ce qu'une personne qui vit avec un handicap peut donner sa pleine mesure en politique municipale de nos jours? Oui, je veux dire, il y a tellement de configurations différentes. Où j'avais vu une nouvelle il y a quelques mois d'un homme dans une petite ville, je me souviens plus où, qui est un élu municipal, en fauteuil roulant, qui ne pouvait pas aller aux rencontres de conseil municipal parce qu'il n'y avait plus de transport adapté. Donc, dans certaines petites villes, dans certains lieux, s'il n'y a pas les accommodements, s'il n'y a pas les services, la réponse serait non. Il y a encore trop d'obstacles. Moi, j'ai la chance d'avoir les accommodements, de bien connaître ma ville, d'avoir la flexibilité, d'avoir l'équipe qui m'entoure. Mais c'est sûr que c'est un autre rythme, puis ça, peut-être qu'il faut en parler davantage, mais c'est sûr que moi, dans la vie, tu sais, je vais pas aller aux toilettes, ça me prend pas 15 secondes. Ça me prend plus de temps. Donc, il y a quand même cette dimension-là, puis souvent, on a tendance à pas trop en parler puis à le prendre sur soi, mais j'essaie quand même de le mettre un peu de l'avant, puis ça se passe quand même bien. Mais je pense que moi, je me déplace en fauteuil roulant, j'ai certains besoins, mais le handicap, c'est très vaste. Donc, ce ne sera pas la même réalité pour une personne aveugle qui a besoin d'avoir accès à certains documents. Pour elle, ça sera une autre réalité, peut-être une autre réponse que la mienne. Une personne sourde qui a besoin d'interprète, ça ne sera peut-être pas la même réalité. Donc, je suis prudente dans ma réponse parce que le handicap varie tellement, puis on est tellement habitué à juste un peu s'arranger soi-même, alors que je pense qu'il faut mettre de l'avant nos besoins, nos réalités, comme un peu les femmes en politique, où, tu sais, historiquement, c'est comme, ben, OK, on va tout gérer. Puis là, non, OK, c'est normal de demander un congé pour les enfants et tout ça, mais c'est pas simple. C'est la même chose pour vraiment les personnes handicapées. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est clair, là. Alors, merci Marie-Ève Veilleux d'avoir participé à ce segment. Et au retour, je ne sais pas si on enchaîne, ou en tout cas au retour, on va parler de mesures concrètes et du plan d'action, justement, là, dont on a parlé pour le plateau Mont-Royal. Merci Marie-Ève. Merci. Donc, Laurence, pour notre dernier segment, on va parler d'une réalisation concrète. Le plan d'action en accessibilité universelle du plateau Mont-Royal. En quoi ça consiste? Oui, ben en fait, le plan d'action pour l'accessibilité universelle et la lutte au capacitisme. Est-ce que ça fait partie du titre? Oui, pour moi, c'est important de mettre le capacitisme dans le titre du plan. Oui, fait que ça, c'est, je dirais, la première action réalisée, avoir le mot capacitisme dans le titre de plan. Est-ce que c'est une première à travers les autres plans qui ont déjà été déposés? À ma connaissance, oui. La Charte des droits et responsabilités de la Ville de Montréal reconnaît le capacitisme depuis 2021, mais on parle encore beaucoup de politique d'accessibilité universelle. Pour moi, c'est important de nommer aussi la lutte au capacitisme. On travaille beaucoup à la Ville de Montréal depuis quelques années, la lutte au racisme, aux discriminations systémiques, mais le capacitisme en fait partie. Et en quoi ce... Ah, vas-y. Non, c'est correct. OK, le plan, il va être déposé, hein, c'est ça, au mois de novembre? Oui, à notre conseil d'arrondissement. Alors, juste pour que les gens nous suivent bien, nous sommes présentement dépassés la mi-octobre. On se pensera en été, mais on est encore au mois d'octobre. Donc, dans quelques semaines, le plan sera déposé. Oui, exactement. Donc, officiellement déposé lors d'un conseil d'arrondissement de novembre, puis on a un événement de lancement le 14 novembre au Robin des Bois, qui est le chalet dans le parc, dans le parc La Fontaine. Juste à côté. Mm-hmm. En quoi ce plan-là va changer la vie des gens qui vivent avec un handicap? Ben, je pense qu'on est allé avec un plan très concret, avec des actions concrètes qui vont avoir vraiment, qui vont se traduire en arrondissement. Dans le fond, c'est un plan, évidemment, qui couvre les responsabilités de l'arrondissement.
Donc, vous savez, chaque palier de gouvernement a ses responsabilités. Donc, quand on parle d'arrondissement, mais on peut parler de services de déneigement, d'entretien, propreté, les parcs. Les parcs sont dans la responsabilité des arrondissements. Certains parcs sont un peu différents, comme le parc La Fontaine, parce que c'est un grand parc de la ville de Montréal. Les bâtiments municipaux. Plusieurs de nos bâtiments municipaux, on sait qu'il y a encore des obstacles. Parfois, c'est une porte, beaucoup de portes qui n'ont pas d'ouvre-porte automatique. J'en fais un peu une obsession, surtout qu'en général, c'est des solutions assez simples. On peut aussi parler de culture. Les arrondissements ont certaines responsabilités en culture. Nos conseils d'arrondissement, ça fait plusieurs... assez rapidement, au début du mandat, on a des interprètes en langue des signes québécoise qui interprètent tous les conseils d'arrondissement. Également, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, qui ont la même chose. On n'était pas les premiers, mais c'est quand même assez rare à Montréal d'avoir des conseils interprétés. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut venir poser une question sans devoir réserver à l'avance un interprète, des choses comme ça. Est-ce qu'on s'approche de Berkeley avec ça? Les défis sont grands, bien honnêtement. Les obstacles, il y en a encore beaucoup. Un des dossiers sur lesquels on travaille, c'est l'accessibilité au commerce. Donc, c'est sûr que si je compare l'architecture de Berkeley avec celle de Montréal, c'est très différent. Donc, c'est sûr qu'ultimement, ce qui m'anime, c'est une ville accessible, inclusive et où on voit plein de personnes handicapées dehors. C'est l'ambition qu'on a, mais je suis très aussi pragmatique. Je ne serais pas capable de vous dire « dans 5 ans, tout va être accessible sur le plateau ». Ce ne sera pas ça, mais on va pouvoir marquer concrètement des avancements. Ça se fait un tour de roue à la fois? Oui, c'est comme ça le changement, tu sais. Même les plus grands activistes le disent. Ouais. Le changement, ça n'arrive pas en claquant des doigts. Non, c'est ça. Et du côté de la société de transport, est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours? Oui, je peux vous dire qu'actuellement, donc on est au mois d'octobre, on est dans une impasse au niveau du financement de notre programme Ascenseur qui... L'accessibilité, c'est très vaste. On peut parler de signalisation, de programmes d'accompagnement. Mais si je vous parle du gros morceau, celui qui coûte cher, c'est d'installer des ascenseurs dans notre métro. C'est des centaines de millions de dollars qu'on a besoin. Puis il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les dernières années. On est passé de 0 station à 27. Mais là, présentement, on attend la confirmation des sommes de Québec pour pouvoir nous permettre de poursuivre notre programme d'accessibilité du métro. Les stations qui nous restent sont généralement encore plus complexes. Donc, actuellement, malheureusement, je vous dirais qu'on se retrouve dans une situation inquiétante par rapport à ce grand chantier. J'aimerais terminer notre conversation. Ah oui, on a la même question qui nous brûle les lèvres. Ah oui. Oui, je sais pas. Allez-y. Est-ce que vous allez solliciter un autre mandat? Oui, c'est mon souhait. Ah, on aime votre réponse. C'est ça qu'on voulait. 4 ans, ça passe très vite. Ça va vite, hein? Ça prend du temps, hein? Comme je vous parlais du plan d'action qu'on a sur le plateau, ça nous aura pris du temps pour le démarrer et tout ça. Donc, je pense que si je quittais, j'aurais probablement des regrets. Donc, j'ai pas envie d'en avoir, mais je vous cacherai pas que la politique, c'est pas facile. Donc oui, je poursuis. Oui, mais là, vous êtes exercée, là, fait que vous êtes bonne pour un autre 4 ans. Il y a une courbe d'apprentissage, c'est clair. Et oui, c'est fini, hein? C'est fini. Merci Laurence Parent pour... on a passé un très beau moment, 1 heure intéressante et je dirais fertile parce qu'on en a appris beaucoup. Parce que oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qui se font. Et entre autres, tout le travail là, de Marie-Ève Veilleux, c'est très concret, mais on en entend peu parler. Nous, on vient de découvrir une femme avec une douce détermination, mais qui s'affirme avec force, par exemple, avec des messages qui sont directs, qui sont clairs, puis des actions tangibles aussi. Alors ça, c'est apprécié. Une femme qui veut concrètement changer une partie du monde en amenant la société à revoir sa façon de concevoir l'inclusion.
Bien sûr, il y a des contraintes à revoir, physiques entre autres, un système de transport public qui est complètement accessible. C'est juste un exemple, mais il y a surtout une mentalité marquée par une ouverture qui permet à chaque individu d'avoir la possibilité de s'engager dans la société à sa pleine mesure. Et ça, c'est intéressant de voir quelle est votre façon de voir et d'aborder les choses. Et votre passage du militantisme à un rôle de politicien, c'est un parcours qui est très inspirant. Non seulement, Laurence, vous avez réfléchi à tout ça, mais vous avez aussi prendre le chemin. Vous avez osé de prendre le chemin qu'il fallait pour amorcer des changements, même si on sait que la politique, il y a des règles et des contraintes qui sont parfois très difficiles. C'est avec grand intérêt, donc, on va suivre votre parcours, particulièrement depuis qu'on sait que vous serez des nôtres, on espère, pour les 5 prochaines années. Merci également à vos amis Joël Rouleau, qui est professeur agrégé à l'Université de Montréal, et Marie-Ève Veilleux, qui est vice-présidente Organisation de Projet Montréal, pour leur collaboration et participation. À la réalisation, Mathieu Tessier. À la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Et Au-delà des limites, c'est une production de Canal M, qui est la radio de l'inclusion.